Salut numéro 5 d'À part ça, au large de Cannes avec Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez l'émission? Par cœur. Vous en avez déjà vu une ou deux, trois, quatre? J'en ai vu une. En fait, je les ai toutes vues. Je les ai en CD-ROM, oui. Magnifique, je les regarde tout le temps. Donc après Michel Polnareff, après Jacques Villeneuve, après David Bowie et le général. Il est big. Voilà. Mathieu Kassovitz, l'enfant surdoué du cinéma français qui avait présenté la haine ici à Cannes il y a 2 ans et qui revient avec Assassin, qui sera l'un des événements les plus attendus. Mathieu Kassovitz qui n'accordera pour Assassin qu'une interview télé. C'est ce soir à part ça sur Canal+. Il y a des baleines partout, il faut que je fasse gaffe. Nous allons voir tout de suite le portrait de Mathieu Kassovitz, puis nous allons nous retrouver derrière nous à l'Eden Rock. Le regard est noir, le sourire impertinent et la langue bien pendue. Mathieu Kassovitz ressemble très exactement à ses films. Provocateur, inattendu, en prise directe avec le monde d'aujourd'hui. Mathieu Kassovitz est vraiment né au cinéma en 1990, une double naissance puisqu'il s'impose à la fois des deux côtés de la caméra. Fierro le Pou, son premier court-métrage tourné en noir et blanc avec une vieille caméra à ressort, lui sert de starting block. Avec ce titre en forme de pied de nez à Jean-Luc Godard, il raconte la métamorphose d'un petit basketteur binoclard qui veut séduire la fille qu'il observe. Il n'a que 23 ans, mais déjà tout son univers de cinéaste est sur l'écran. Le goût des défis impossibles, le désir de séduire et de surprendre, et ce sens aigu du rythme et de l'image qui fait sa marque. Mais surtout, il met en place une logique à laquelle il ne dérogera plus. Chacun de ses courts-métrages doit lui servir de banc d'essai à l'élaboration de ses futurs films. C'est ainsi qu'il reprendra son personnage de Fierro le Pou dans Métis, 3 ans plus tard. Né en 1967, il se définit lui-même comme un enfant du piston. Le cinéma est pour lui une affaire de famille. Sa mère est une ancienne monteuse. Son père, juif hongrois, qui a quitté Budapest en 1956, est un cinéaste militant, partagé entre le documentaire et la fiction. C'est d'ailleurs dans un film de son père qu'il fait sa première apparition à l'écran, À l'aise. Oh, Catarina, ta bella chi, chi, écoute l'amour, ta bella chi, chi. Papa, je vais aller au cinéma. Poursuivant ses débuts d'acteur, encouragé par ses parents, il apprend vite les coulisses et les règles du métier. Mais il s'intéresse aussi à l'envers du décor et manie déjà sa première caméra Super 8. Il a 16 ans lorsqu'il tourne son premier film en amateur, l'histoire obscure d'un masque au pouvoir maléfique. Le style est chaotique, même si l'on sent déjà l'influence de ses modèles, George Lucas, Steven Spielberg et Martin Scorsese. Son ambition s'affirme de plus en plus au point qu'à l'âge où ses camarades s'apprêtent à passer le bac, il décide de lâcher le lycée pour tenter sa chance et multiplie les castings en tout genre. Tu veux changer Kid Creole? Ah oui, si j'aime pas ça. Bon, ben écoute,
Tu me feras une liste de ce que tu aimes. Hein. Et Parce puis... que ce que tu veux que je te dise, c'est que j'adore ce disque. Non, je veux rien que tu me dises, je m'en fous. J'ai à choisir entre Kid Creole et toi. Bon, bah, je choisis Kid Creole, d'accord? En 1990, juste après avoir tourné Fierro le Pou, Mathieu Kassovitz rencontre celui qui va devenir son complice inséparable, le producteur Christophe Rossignon. C'est avec lui qu'il va faire ses classes. Avec Cauchemar Blanc, il signe un deuxième court-métrage plus ambitieux où l'on devine déjà l'embryon de ce qui constituera son plus gros succès, La haine. Salam alaikum. Alors Mohamed, t'as pas pris ton pigeon? Putain, nous tout neuf. Adapté d'une bande dessinée de Moebius à l'humour grinçant, le film décrit une ratonnade où agresseurs et agressés échangent brusquement leurs rôles. Il avouera plus tard ne pas être satisfait du résultat, mais Cauchemar Blanc lui permet malgré tout d'aborder l'un de ses thèmes majeurs, le racisme au quotidien. On va t'en mettre plein la gueule. Tu n'as pas comprendre ce que moi il y en a à dire, sale nègre? Pourquoi sale nègre? C'est pas un salon de thé ici, c'est la police. La police. Alors tu rentres chez toi, t'as compris? C'est pas une carte de police, ça. Et pour qui tu te prends, toi, le négro? C'est la première fois que je vois ça, alors c'est moi, la police. Espèce de connard de nègre de merde. Alors tu vas me rendre cette carte si tu veux pas que je te renvoie dans ton pays de bougnoule. Laissez pas faire, monsieur le commissaire. T'as compris? T'as intérêt à te tenir à carreau, crois-moi. Tu veux pas te retrouver dans la jungle, avec toute ta famille. Monsieur le commissaire, principal, chef. Il fallait faire sourire les gens pour que la dernière minute, ils se rendent compte qu'ils ont rigolé sur un truc qui n'est pas drôle, quoi. Enfin, voilà. Et pour ce court-métrage, il y a des gens qui nous ont traités de racistes ou des trucs comme ça, ce qui est plutôt marrant. Avant de passer à la vitesse supérieure, il décide en guise d'ultime répétition de tourner un troisième et dernier court-métrage, Assassin. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Vidal? Oui, c'est moi. Réalisé dans le but de dégoûter le spectateur de la violence sans user des artifices habituels, Assassin décrit le meurtre d'un petit vieux par un tueur professionnel et son jeune frère. La porte, Max. Max, la porte. L'exercice de style se révèle d'une noirceur vertigineuse. Interdit aux moins de 16 ans, Assassin crée la controverse et laisse le spectateur en état de choc. Kassovitz sait qu'il tient là un sujet sur lequel il reviendra un jour. C'est ce film-là, repris et développé, qu'il présente aujourd'hui à Cannes. Max, aide-moi. Bonjour, je m'appelle Mathieu Kassovitz, je suis en train de préparer un premier film avec les productions Lazenec. Le film s'appelle Métis et je suis à la recherche d'une jeune métisse typée antillaise, entre 18 et 22 ans. Elle doit avoir 18 ans dans le film, elle doit passer son bac. Pas forcément comédienne, mais forcément bonne actrice. Ainsi qu'un jeune Africain entre 20 et 25 ans, beaucoup de classe. Et il faut envoyer photo au 36 rue René Boulanger, production Lazenec, film Métis. Faites-le, on a besoin de vous, vous avez peut-être besoin de nous, c'est peut-être vous, c'est pas, voilà, à ma grand-mère, je vais dire bonjour, ainsi qu'à mon papa et à ma maman. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Mathieu Kassovitz écrit alors son premier long-métrage sur l'ère connue du triangle amoureux, un air qu'il décline à sa façon, le monde d'aujourd'hui, le choc des cultures, le système D et le sens de la dérision. Nourrie parfois d'une saine colère, cette comédie met en scène Lola et ses deux amants. L'un est blanc, juif et glandeur, l'autre est noir, fils de diplomate et étudiant. Question, quand Lola tombe enceinte, de quelle couleur sera le bébé? Alors comme ça, vous êtes noir. Ah oui, effectivement, je suis noir. Mais vous êtes juif? Ah non, moi je suis... Il est pas... Non, il est pas... Parce que moi, je vais vous expliquer. En Éthiopie, il y a des juifs noirs. Alors, je vous explique, c'est un tout petit peu juif. Ah non, moi je suis pas... Non. Je suis mu. Il est pas... Non, t'es pas juif, ok? Il est pas juif. Le public, hélas, ne suit pas et Métis est une vraie déception au box-office. La critique a été séduite, mais n'a pas vraiment su comment cerner ce jeune réalisateur teigneux. En pointant le bout de son bec parmi les jeunes cinéastes français, Kassovitz fait un peu figure de vilain petit canard.
Arrête avec ça. Qu'est-ce que là, tu as honte? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas parler d'autre chose? Oh, fous-moi la paix, tu veux. Qu'est-ce que te fait les juifs? Rien que du bien, fous-moi la paix. Vas-y. Moi, je veux faire de la mise en scène, donc il n'y a rien qui bouffera ça. Moi, j'écris les scénarios, je vais réaliser. Il n'y a rien qui bouffera ça. Si, moi, ça me fait plaisir de tourner dans les trucs. On me propose des trucs intéressants là en ce moment. Ça me fera plaisir de participer à ça. Mais ça ne se fera pas aux dépens d'autre chose. Bon, après, être acteur, un film comme le film de Jacques, c'est un film évident que on te propose ça en tant que premier rôle. Tu peux pas refuser. Le scénario est génial. Jacques est quelqu'un d'absolument incroyablement intelligent. Il y a Trintignant avec qui on propose de jouer 24 heures sur 24, enfin dans 2 mois de tournage, tu vas pas dire non. Dans ce premier film réalisé par le scénariste Jacques Audiard, il incarne un personnage vulnérable et désarmant, loin des stéréotypes et avec une innocence rare. Hier, il y avait une émission de télé. Mais c'était avec l'homme de fer, mais c'était pas un feuilleton, c'était un reportage et il y avait un journaliste. Un journaliste, il interviewait l'homme de fer, et l'homme de fer, il marchait. Mais il marchait avec les jambes, hein, il marchait quoi, il était... Alors? Bah je sais pas, tu trouves pas ça bizarre toi? Tu sais, il y a un mec qui est paralysé, et puis ensuite il marche. Bah, c'est un acteur qui faisait ça. Un acteur, si tu lui dis de s'asseoir dans un fauteuil roulant, il se met le cul dans un fauteuil roulant. C'est son métier. C'est du bidon, c'est de la comédie, tu vois. Parce qu'il se met le cul dans un fauteuil roulant, c'est du bidon? Ouais. Il a beau dire qu'il ne se sent pas acteur que son seul métier est réalisateur, sa performance dans le film d'Audiard impressionne. Mais plutôt que d'évoquer ses propres qualités, il préfère parler de celles des autres, et il le fait bien. Là, c'est donc Hard Boiled, et le film de John Woo. Et il y a cet acteur-là, il fait un truc que je trouve exceptionnel pour un acteur. C'est ça. C'est ça, là. C'est facile de pleurer, mais être honnête et arriver à faire monter quelque chose pendant un plan, c'est exceptionnellement difficile. Et là, il le fait, et en plus, il doit sourire. C'est-à-dire qu'il doit faire passer une idée différente de ce qu'il est en train de vivre. Et voilà, quand ça passe, c'est beau, quoi. Ouais, bon, la Main Street, c'est la pure comédie. Bon, c'est De Niro, toujours, avec Harvey Keitel. Robert De Niro, Martin Scorsese, mais aussi les Monty Python, Cassavetes, Terminator. Loin des fauteuils usés de la cinémathèque et de tout esprit de chapelle, il s'est constitué ses propres références qu'il collectionne sur vidéodisque. Cinéphile passionné, ses goûts sont sûrs, précis, toujours très personnels. Attends, on m'a dit un truc. Attends, c'est Spielberg il est où, au César ou à Cannes? Au César. Bah alors, je voudrais avoir le César du meilleur jeune acteur, je sais pas quoi, pour regarder ça me tomber, parce que je voudrais pouvoir placer un mot à monsieur Spielberg, c'est tout. Là, j'irai, là, on peut mettre n'importe quelle cravate, n'importe quel costume, j'y vais. Pour moi, c'est le metteur en scène par excellence, donc je n'aurais rien à lui dire, je pourrais seulement le voir de loin, quoi. Autodidacte lui aussi, Luc Besson, de 8 ans son aîné, est celui qui lui a ouvert la voie. Même si leur style de cinéma est très différent, ils partagent l'un et l'autre le même goût pour l'indépendance. Je me disais, je l'adore, je lui dois de l'argent. Quand j'étais stagiaire, je cherchais du travail et moi j'avais vu Le Dernier Combat, qui est un des films, qui est le film qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. Et donc j'ai réussi à dégoter le numéro de téléphone auprès de quelqu'un qui m'a dit ne dis surtout pas que c'est moi qui ai donné le numéro de téléphone. J'ai appelé et la première chose que m'a dit Luc, c'est qui a donné le numéro de téléphone. Et j'ai fait j'ai raccroché, je suis parti, j'ai commencé, j'ai passé une semaine horrible. Voilà, c'était juste avant Subway. C'était juste avant Subway. Donc vous n'avez jamais été stagiaire sur Subway? Jamais été stagiaire, par contre je suis passé sur le tournage et je me rappelle, on avait avec un copain, c'était Luc qui nous a fait il faut bouger d'ici s'il vous plaît, on va tourner. On était hyper fiers. Et Luc, le truc, et tu le découpes au milieu là, au milieu. Et à ce moment-là, la capote prend l'air. Alléluia, la capote prend l'air. Et qu'est-ce que tu fais? Mec, tu ne pousses pas dans les chiottes comme ça. Bon, attends, je te montre sur mon doigt, et ça n'a rien à voir, parce qu'il paraît que toi t'en as une énorme. C'est bon, ça va, je rigole. Bon, alors regarde, je reprends. Tu la sors, tu chopes le réservoir, et à ce moment-là, tu déroules à fond, et voilà. Putain, on a bien. C'est bon, ils sont plus là, il n'y a personne. Tu peux sortir, mon petit loup. J'ai envie de pisser, je peux? C'est l'émotion. Son talent d'acteur, Mathieu Kassovitz le met aussi au service du monde dans lequel il vit. Et si sa contribution ne suffit pas, il n'hésite pas à sortir de son rôle pour venir un soir à la télévision dénoncer la langue de bois. Il le fait crûment,
avec cette franchise volontairement choquante qui vous oblige à regarder les choses en face. Pourquoi vous avez accepté de tourner dans ce court-métrage quand on vous l'a proposé? Moi, ces films-là, j'y ai participé. À part celui-là et deux ou trois autres, je trouve qu'ils sont tous en dessous de tout. Qui véhicule une mauvaise communication parce que... C'est pas une mauvaise communication, ils sont tièdes, ils sont tièdes comme tout ce qui se fait en France quand il faut dire des choses graves. Les choses sont tièdes. Il n'y a pas de parti pris, c'est pas fort. Je vois pas qui ça peut concerner. Moi, ce que je voulais voir, c'est comment on meurt du sida. On meurt du sida, on perd ses dents, on perd la vue, on devient aveugle, on a les cheveux qui tombent, on a la chiasse, on vomit. C'est comme ça qu'on meurt du sida. C'est pas un truc romantique où on se transforme en libellule et on s'échappe dans la nature. C'est pas ça. C'est pas ça. Et ça, j'ai pas vu. Ça, jamais j'ai vu. Et pour les gens de ma génération, ça n'existe pas. Ce soir-là, au César, en revanche, Mathieu Kassovitz brille par son absence. Indifférence ou provocation, mépris pour les institutions ou petit péché d'orgueil. Toujours est-il qu'avec les professionnels de la profession, le courant ne passe pas. Un bon comédien, c'est quelqu'un qui arrive à faire exactement ce que lui demande le metteur en scène. C'est ça, un bon comédien. Et qui arrive à apporter un petit truc en plus, personnel. Mais c'est tellement... La personnalité, c'est sa personnalité même qu'il doit apporter. Ou sinon, tout le reste, doit être précisément ce que veut le metteur en scène. Donc la part de création est vraiment limitée. C'est extrêmement frustrant. Pour moi, c'est horrible. Parce que tu as envie de dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et le mec, il fait non, comme ça. Ok, d'accord. Tandis que metteur en scène, tu fais la même chose, mais metteur en scène, le comédien, il fait non, comme ça. Allons-y. Tu fais oh, calme-toi. Oh. De retour derrière la caméra, Kassovitz est déjà plongé dans le tournage de son deuxième long métrage. Un film dont il a eu l'idée en apprenant la mort de Makomé, un jeune Sénégalais de 17 ans victime d'une bavure policière dans un commissariat du 18e. Il en a écrit seul le scénario et tourne le film discrètement dans la banlieue parisienne. Pour ne pas effrayer les pouvoirs publics, le film ne s'appelle pas encore La haine, son titre provisoire, Droit de cité. Attention Bernard. 1, 2, 3. Le résultat est foudroyant. À travers l'errance de trois jeunes d'une cité au lendemain d'une émeute, Kassovitz met en avant leur colère et leur désarroi et s'empare d'un sujet jusque-là inexploré au cinéma. Lucide, grave et généreux sur le fond, le film est aussi une réussite d'un point de vue formel. Inventif, sans complexe et débordant de vitalité, La haine fait l'effet d'une véritable bombe dans le cinéma français. Comme il y a dans les sex shops, super excitant. Comment ça s'appelle, Vin, ce truc là? Quoi, genre un string et tout là? Un quoi? Un string, abruti. Ouais, enfin bref. La meuf sur la même heure, mais je l'ai niqué, mais d'une force. Et c'était grave, elle était dans la chambre. Quoi? Elle était dans la chambre, elle leur demandait grave, elle leur demandait. Même le mec à côté, il a frappé dans la porte tellement on faisait du bordel. Grave, ouais. C'était grave mortel. C'est le vent là, tu l'as bien niqué le vent. Quoi? Le vent? Tu la connais la meuf? Ouais, je la connais la meuf, elle a assez bien la meuf. Vas-y, arrête tes conneries, allez, vas-y, arrête tes conneries. Bonjour messieurs, c'est pour la télé. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Eh madame, on s'en bat des voyous pour vous ou quoi? Ah non, j'ai jamais dit... Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous, madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. Écoutez, on a du boulot, on est en Ah ouais, retard. ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop? Vas-y, arrête de filmer. Pour qui tu te prends le verre? T'as filmé dans mon quartier, tu fais ta race, vas-y bouge là. Qu'est-ce que tu filmes toi, fils de pute? Qu'est-ce que tu filmes, fils de pute? Tu viens de s'embrouiller, tu sais de pute. Pas à Thoiry là-haut. Porté par les rumeurs les plus favorables, La haine se retrouve à Cannes en compétition. À quelques jours de la présentation du film, le baromètre est au beau fixe. Comment vous vous sentez ici à Cannes? Bon, Mathieu, toi, tu commences à être vacciné, si j'ose dire, hein, parce que... Moi, je suis oui. Non, il faut bien comprendre un truc. Hein. C'est que moi, à Cannes, je suis venu avec un court-métrage et je suis venu en tant que comédien. Voilà. J'avais une accréditation et je n'intéressais personne, ce qui fait que je suis resté dehors tout le temps. Aujourd'hui, je reviens et je voulais vous dire que je rentre partout, on boit du champagne,
C'est un vrai plaisir, continuez comme ça, c'est bien parti. Ce soir, c'est la haine sur la croisette. Non pas que les stars ne s'aiment pas. C'est Mathieu Kassovitz, parce que c'est vrai que c'est une mise en scène très forte. Vous nous aviez dit en venant présenter le film ici à Paris que vous souhaitiez secouer... On est venu parce qu'on a fait du cinéma, on a fait un film. En effet, c'est bien parti. Pour une fois unanime, la critique encense le film. Kassovitz et ses 3 comédiens deviennent les chouchous de la croisette. Mais au fil des jours, le vent se met à tourner. Entre l'image du film et celle du festival, le fossé se creuse. Dépassé par l'effervescence qu'il a lui-même provoquée, Kassovitz se sent dépossédé et prend à partie certains médias. Surenchère d'un côté, maladresse de l'autre, le malaise s'installe. Résultat, lorsqu'il apparaît à Bouillon de Culture la veille de la projection officielle, le ton est déjà beaucoup plus réservé. C'est-à-dire que là, maintenant, on commence à faire des films sur les banlieues, et c'est bien que ce soit des films sur les banlieues, que ce soit des films durs, je pense. Il faut en mettre plein la gueule aux gens à un certain niveau, parce que les gens ne comprennent pas. J'ai eu des embrouilles avec des journalistes avec qui j'ai pas voulu terminer des discussions, parce qu'ils étaient tellement à l'opposé d'un minimum de logique sociale, mais la base d'un minimum d'humilité et de compréhension sur ce qui se passe autour de soi, il faut rentrer dans l'art. C'est à ce niveau-là qu'il faut rentrer dans l'art. Je ne pensais pas que demain soir à Cannes, au Palais, quand il va être présenté devant tout le monde en robe de soirée et en smoking, ça va quand même chauffer, vous allez rentrer dans l'art là, non? Vous savez, le fait d'être à Cannes, ça fait que le film est rentré dans une institution. Je ne pense pas que les gens à Cannes soient choqués parce que Cannes est trop protégé. Après l'agitation des derniers jours, La haine est enfin montrée en projection officielle. Ce soir, c'est le film et lui seul qui va être jugé. La salle lui réserve une ovation. Le prix de la mise en scène, La haine de Mathieu Kassovitz. Évidemment, les choses n'en restent pas là. Dépassant les 2 millions de spectateurs, La haine devient très vite un phénomène de société, avec ses effets pervers et ses retours de bâton. Réfutant le titre de porte-parole de la banlieue qu'on veut lui faire endosser, Kassovitz est plus ou moins accusé par certains de renier son film. D'abord, il s'en défend, mais cela ne fait qu'aggraver le différend. Il finit par jeter l'éponge en refusant désormais toute interview. 10 mois après sa sortie, La haine est massivement couronnée au César, mais pour lui, le cœur n'y est plus. À cet instant, Kassovitz a totalement disparu de la circulation. Il réapparaît il y a juste un an, avec son ami Jacques Audiard, pour qui il interprète, il fallait l'inventer, un héros très discret. Après avoir été traité d'imposteur par ses détracteurs, Kassovitz ose carrément jouer le rôle d'un usurpateur. Une manière de répondre aux attaques et d'exorciser quelques démons, peu importe. Même si le film passe assez inaperçu, il y trouve à ce jour son plus beau rôle. Bonjour Henri. Bonjour. Ah non, Henri, ne fais pas semblant, s'il te plaît, c'est gênant à la fin. Tu ne me reconnais vraiment pas, c'est ça? Mais si, bien sûr, mais je... Non, je vois bien que tu ne te souviens pas de moi. J'avais la barbe, mais quand même. De où, Albert? Non. Toujours rien. Bah, chez Roger, le petit restaurant à Soho, les pieds paquets le mardi, le menu à prix fixe, et la petite serveuse rouquine, là. Oui, ça me dit... De Housse. De Housse, de Housse, Albert. Eh bien, excuse-moi, mon vieux. Ça va, Henri? Tout à fait, comment vas-tu? Bien. National ou même en Europe? Notre camarade de Housse de Londres. Vous vous souvenez certainement. 2 ans après La haine, Mathieu Kassovitz n'a pas fini de provoquer des turbulences. Son ton radical, son mépris des convenances et cette manière de filmer à bras le corps ne laissent personne indifférent. De retour aujourd'hui derrière la caméra, il revient à Cannes avec ce nouveau film très attendu et dont il avait signé le prototype il y a maintenant 4 ans avec son 3e court-métrage. Mathieu Kassovitz est-il parvenu à se libérer de l'aventure qu'a représentée La haine? Va-t-il au contraire pousser le bouchon plus loin encore? Vu le titre qu'il a choisi, Assassin, la réponse devrait faire parler la poudre. Mathieu Kassovitz, bonjour. Pour rompre avec l'image de La haine, vous ne pouviez pas choisir un lieu plus symbolique que celui-ci, que l'Eden Rock, qui est un paradis pour stars hollywoodiennes et pour milliardaires. C'est très significatif ce choix. Ouais, c'est à partir du moment où on dit qu'on joue le délire Cannes, il faut le faire du début à la fin. Ouais. Alors j'ai commencé par dire pour rompre avec La haine. Ouais, surtout. Est-ce qu'aujourd'hui c'est du passé La haine ou est-ce que vous avez encore un mot à dire? Parce que j'ai l'impression que dans ce succès, vous n'avez pas eu le dernier mot. Non, je crois que je l'aurai jamais. Enfin, c'est ce qui est intéressant aussi. Par rapport à La haine, non, c'est pas du passé. Enfin, c'est du passé cinématographiquement parlant, oui, puisque maintenant on passe à autre chose. Mais sinon, au niveau de la vie
tous les jours et puis d'histoires d'implication personnelle. Non, c'est pas du passé. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour vous? Est-ce que... De la haine? Oui. Un souvenir génial parce qu'on a vécu des choses super fortes ici. Après, à la sortie, à niveau national, c'est très fort. Et puis comme c'est un film qu'on a fait entre amis, que ce soit au niveau des comédiens, au niveau de la production, et qui avait aucune prétention de mener la carrière qu'il a menée. C'était vraiment, on était parti très bas pour faire un truc, un score honnête à notre niveau. Et puis quand ça a pris toutes ces dimensions, forcément c'est des choses gigantesques. Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? C'était à faire que vous ne feriez pas aujourd'hui? Moins de médias. Mais j'ai fait des médias plus qu'il en fallait. J'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire parce que. Par exemple? Enfin non, je sais pas des trucs que j'aurais pas dû dire, mais c'est vrai que la polémique, on n'imaginait pas que le film allait faire autant de polémique, on n'imaginait pas que ça allait faire autant de succès, que ça allait faire autant de bordel. Enfin, le jour où le film sort, on s'est retrouvé avec des couvertures de trucs dans tous les sens, et c'est vrai que c'est bizarre. Et forcément, à partir de là, ça dérape, ça a été complètement récupéré. Et puis là, ça vous a échappé, on continue, là. complètement. Ça, à tout le monde, au niveau de la production, au niveau des comédiens. Vincent Hubert ou Saïd l'ont subi autant que moi. Le seul truc, c'est que c'est un succès, donc on ne peut pas non plus trop s'en plaindre. Bien donc, sûr. Arriver à faire la part des choses. Mais à un moment donné, vous avez dit stop, donc vous avez coupé le contact avec les médias après avoir participé. Je serais tenté de dire naïvement et innocemment. Et puis après, vous avez vu que donc, vous n'arriviez pas à avoir le dernier mot, que votre message n'était pas entendu, que c'était plutôt un malentendu qu'il y avait entre vous et les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à dire pour clore le débat de la haine où il y a eu cette ambiguïté en disant oui, mais il n'est pas de la banlieue, il a fait un film sur la banlieue, il gagne du fric sur le dos de la banlieue, il n'est pas plus le porte-parole de la banlieue parce qu'il n'en vient pas. Et on parlera un peu d'où vous venez ensuite. Il faut reprendre les choses à la base. Je pense que tout ce que le film a fait après, la sortie, tout le délire autour, le prêt à Cannes, ça c'est après. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est comment on fait un film au début. Ce film, il a été fait d'une façon honnête, avec un producteur qui n'avait pas autant de poids qu'il en a aujourd'hui, qui n'avait pas autant d'expérience qu'il en a aujourd'hui, avec des metteurs en scène, même chose, des comédiens qui n'étaient pas connus, qui a été fait en noir et blanc. Donc le film, on s'est battu pour le faire. On savait tout à fait, moi j'étais tout à fait conscient que je ne suis pas un mec de banlieue, qu'on parle de la banlieue, que c'est un sujet qui, moi, me touche énormément, enfin qui est important pour moi parce que je l'ai vécu à mon niveau, même si j'ai pas besoin, j'ai pas besoin moi d'en être issu pour avoir des potes. Donc j'ai une vie à part le cinéma et qui intègre des gens de milieux complètement différents, dont des gens de banlieue. Et de ces gens-là, on apprend des choses. Et le fait de ne pas en être, moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de ne pas en être me donne plus de recul. Quand on vit là-bas, soit on est en galère, ou pas forcément en galère, on n'est pas forcément en galère quand on vit en banlieue, mais quand on est dans un truc, surtout par rapport à ces histoires de bavure policière, et quand on est vraiment concerné par ça, on n'a plus de recul. Et c'est vrai que tout ce qu'on a envie, c'est de choses vraiment très très fortes et dramatiques. Comme j'en fais pas partie, mais que je suis concerné parce que je vis dans une ville, je regarde ce qui se passe autour de moi, je peux avoir un peu plus de recul pour ça. Je peux ne pas dire tous les flics sont des enculés. Par contre, quand on vit les bavures policières d'une façon... moi, je suis blanc, donc j'ai plus de chances que n'importe quel arabe ou que n'importe quel noir. Je peux me permettre de dire des choses qu'un arabe ou un noir ne pourrait pas se dire, tout simplement parce qu'ils vivent les choses d'une façon beaucoup plus dramatique, beaucoup plus forte. Et donc c'est ça qui pour moi faisait l'intérêt de faire la haine d'un point de vue extérieur. Ce qui forcément est mal compris. Parce que pour les mecs qui vivent là-bas, ils disent qui c'est ce petit mec-là, qui arrive, qui ne fait pas partie de la banlieue et qui se dit de la banlieue. Je ne me suis jamais dit de la banlieue, ça a été dit pour moi. Donc c'est des petites choses. Mais ça, c'est des trucs personnels que moi, je pense que les gens ont compris au bout d'un moment. Puis en plus, que je porte des casquettes ou que je m'habille comme un jeune, tout d'un coup, c'est tellement les étiquettes. Vous connaissez le truc comme moi, ça arrive d'une façon tellement facile. Moi, après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on laisse faire et puis on verra. Le prochain film, je sais que ça n'a rien à voir. Et puis, moi, je sais que je fais du cinéma, je suis pas un homme politique, je ne représente pas la banlieue. Si eux, ils veulent que je représente la banlieue, bon, ben, ils tombent tout seuls dans le piège. Enfin, je sais pas, pour clore le débat, je crois qu'on ne pourra pas le clore parce que si je dis des trucs là, après, il y a des gens qui pourront dire d'autres choses. Et
Moi, je me suis j'ai passé assez de temps à me dire non, pourquoi, non, c'est pas possible, c'est vrai, merde, quoi. Et puis en fait, bon, la vie, il faut vivre les choses normalement, tant mieux pour nous. Malheureusement, ça n'a pas fait avancer le schmilblick pour les problèmes de banlieue, qui sont pires maintenant. Et voilà, mais c'est des films de cinéma, c'est pas des pamphlets politiques. Alors, ce succès, vous l'aviez préparé parce qu'en fait, votre carrière est assez planifiée, même si vous allez peut-être me dire le contraire, mais les faits quand même le prouvent. C'est-à-dire que vous avez fait 3 courts-métrages qui conduisent à 3 longs-métrages. Vous savez depuis l'âge de quel âge que vous ferez ce métier, 12-13 ans? Ouais, un truc comme ça. Enfin non, ouais, 17 ans quoi. 17 ans. Ouais. Vous avez 12-13 ans, commencé à tourner, à toucher votre première caméra à 16 ans? Non, 12 ans. 12 ans? Ouais, et vous avez écrit très vite producteur sur le générique? Producteur? Ouais. Ah bon? J'ai écrit ça, moi? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah bah ouais. Enfin, c'est les productions de films à 250 oui, francs. bien hein, sûr. pour Bon, les c'est pareil. Mais c'était ça, sur le fond, c'est l'ambition. pareil. Ouais. Et vous êtes, bon, entre guillemets, pistonné du cinéma, puisque vous êtes né dans une famille de cinéastes. C'est vraiment comme ça que vous avez prévu votre vie jusqu'à maintenant? Non, mais vous dites planifier, mais les trucs sont... Non, enfin, c'est pas... on peut pas planifier de venir à Cannes, de dire on va faire un film, je vais faire un film, je vais aller à Cannes, ça va faire du bruit, on va faire un scandale, on va faire les cons devant la télé, et on va prendre un prix et on va faire un succès. Ça marche pas comme ça. Non, moi j'ai toujours été parti... j'ai toujours fait partie des gens qui pensent plus tu montes l'échelle avec l'échelon le plus bas, tu montes lentement mais tu montes sûrement, tu es sûr de ne pas te casser la gueule, tu prends bien ton équilibre et tu avances comme ça petit à petit, échelon par échelon. On commence avec un petit court-métrage, puis un plus gros, puis je fais un tout petit court-métrage en 16, puis un court-métrage en noir et blanc après en 35, et puis après un court-métrage en 35 et en couleur, après un long-métrage en 16 en couleur, un deuxième long-métrage en noir et blanc, mais en 35. Enfin, donc après chaque fois... Et on arrive à Assassin dont on va parler tout à l'heure. Petit à petit les trucs, c'est pas planifié. Hein. Alors, Cannes, ça fait la 5e fois que vous venez. Ouais, en fait, ouais. Vous n'avez pas traîné, hein. Comme pour quelqu'un qui prétend aller lentement, ça va très très vite. Ouais. Vous aimez Cannes. Là aussi, bon, il y a des paradoxes, il y en a pas mal dans votre vie, ou des ambiguïtés. Vous n'allez pas au César et vous êtes très preneur pour venir à Cannes. La notoriété vous dérange un peu, mais enfin, quand on vient à Cannes, c'est qu'on la recherche aussi. Ouais, en fait, je suis pas un fou de Cannes, mais c'est vrai que c'est un tel délire que... Non, la différence entre les Césars et Cannes, on vient ici pour vendre un film. Les Césars, on y va pour décerner un prix de bonne conduite d'un film qui est déjà sorti. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais que les gens aillent voir le film, que les gens soient au courant qu'il y a un film qui existe, qui est comme ça. On a travaillé pendant 2-3 ans comme des brutes pour faire un truc, on a envie que les gens aillent le voir. On n'a pas envie que le truc se termine, mais pour n'importe quel réalisateur, c'est comme ça. On n'a pas envie que le truc se termine dans un placard, ce qui est normal, ce qui est un truc de reconnaissance de travail, on en a envie. Quand on vient à Cannes, on a une reconnaissance de son travail immédiate et mondiale. Donc, le travail se fait ici. Gâteau, alcool, petite pépé, tout ça, non, c'est quand même assez... C'est idéal, on peut pas trouver mieux pour travailler sur un film. Poser la question à Besson. Alors vous êtes un autodidacte, vous avez parlé de Luc Besson qui est aussi un autodidacte. Est-ce que vous faites partie de la famille des autodidactes du cinéma ou est-ce que vous faites partie d'une famille? Je sais pas. Est-ce que vous pensez aussi que les autodidactes sont les meilleurs? Ouais, c'est ça. Non, mais le fait d'être autodidacte ne permet... Enfin, je pense que fait qu'on ne fait pas partie d'une famille, puisqu'on se débrouille tout seul. Non, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui font des écoles et qui s'en sortent très bien, et puis il y a des gens qui se débrouillent tout seuls et qui s'en sortent très bien aussi. À partir du moment où on rentre dans une école, on rentre dans un espèce dans un système de classement, d'apprentissage, bon, ben, on rentre dans un système. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on ne doit pas aimer. C'est-à-dire, dans n'importe quelle école, que ce soit les écoles de cinéma, il y a une espèce de règle de cinéma qu'on apprend. Et pour déstructurer ça, c'est difficile. Tandis que quand on arrive de nulle part et que tout ce qu'on aime, c'est les films des autres, et se dire, moi, je vais faire mieux que les films des autres, c'est ça l'ambition. Et puis, bon, ne rien connaître, ça permet de faire ce qu'on veut et de ne pas avoir de règles. C'est ça qui est bien. Vous avez plus d'estime pour les grands réalisateurs américains que pour les Français? J'ai de l'estime. Vous citez Spielberg toujours. J'ai de l'estime pour les grands réalisateurs. J'ai de l'estime pour les films qui me font marrer, pour les films qui me séduisent, pour les films qui me font pleurer, pour tout ce qui joue sur l'émotion ou le grandiose ou l'intimiste. Mais quels sont les réalisateurs qui comptent le plus pour vous? Bon, il y a Spielberg, qui pour moi est
qui réunit tout ce qu'un metteur en scène devrait être, même si par moments il y a des moments de flottement, ce qui est normal. Mais par rapport à sa carrière, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qui lui reste à faire, pour moi c'est un des plus grands, c'est le mec qui arrive à réunir tout. Je préfère Scorsese, à la limite comme réalisateur, mais chez Spielberg, il y a un tel ensemble de choses, c'est peut-être moins intelligent, mais c'est tellement complet. Donc, puis bon, j'ai ça surtout, après il y a Coppola, après, puis il y a les nouveaux, il y a Fincher, il y a tout ça, puis bon, en France, il y en a plein, il y a Besson, il y a Gaspard Noé, il y a Yann Kounen, il y a plein de gens intéressants. Il y a Gans, Boucrier. Alors vous vous attaquez à des sujets de société très profonds, très graves. Il y a eu le racisme avec Métis, la banlieue avec la haine, et puis on dirait la société en général avec Assassin. Est-ce que vous avez une certaine morale? J'essaye d'en avoir une, ouais. Quelle est-elle? Ma morale, pas faire la pute, essayer de faire les choses dont on a une certaine conscience, essayer de garder un œil ouvert sur ce qui se passe dehors, de ne pas être trop enfermé sur soi-même. Et puis essayer de donner un avis, c'est le seul avis moral, enfin le seul vraiment truc moral qu'on peut avoir, c'est essayer de donner son avis sur les choses. Après, on n'a pas forcément soit du talent, soit le bon avis. On n'aura jamais le bon avis pour tout le monde, on a un avis qui colle pour soi. C'est-à-dire qu'on fasse quelque chose dont on est fier. Déjà, c'est le truc principal. Et puis, mettre la barre haut, même si on ne l'atteint pas. C'est toujours mieux d'avoir comme référence Scorsese que... Je ne citerai pas. Quelles sont vos convictions personnelles? Est-ce que vous avez des convictions religieuses, des convictions politiques nettes? Non, surtout pas. Non, mes parents, j'ai pas d'éducation religieuse. J'aime pas tout ce qui est clan, j'aime pas tout ce qui est... Donc je ferai... Moi je suis, pour reprendre la phrase de quelqu'un qui avait de l'humour, je suis marxiste tendance Groucho. Et ce que disait Groucho-Marx, il dit je ne ferai jamais partie d'un club qui m'accepterait pour membre. Par exemple, les élections législatives le 25 mai, vous ne votez ou vous ne votez pas? Je veux voter, mais je vais voter blanc. Ouais. Je vais voter blanc parce que si... Mais vous votez? Oui, parce que je suis responsable civiquement de ce qui se passe, comme tout le monde. Ouais. Non, en fait, j'ai pas une réflexion politique, j'ai pas du tout une réflexion intellectuelle sur les choses, ça m'intéresse pas, je suis pas tellement réfléchi sur les trucs, je fonctionne à l'adrénaline, à ce qui me fait réagir. La haine a été fait comme ça, hein. Je suis allé, Macomet s'est fait tuer dans un commissariat de police, je me suis retrouvé à la manif, il y avait 300 personnes, il y a eu après quelques bagarres, tout ça pour la mort d'un môme menotté dans un commissariat de police. C'est des réactions tellement violentes, après quand on voit le manque de respect de la part des services de police par rapport aux familles qui étaient là, tout ça, il y a un truc, après t'es cinéaste, tu peux pas partir de là et dire bon, je vais faire une histoire d'amour qui se passe dans le 7e arrondissement entre deux trous du cul, deux étudiants, mais ça m'intéresse pas. Vous avez parlé du vote blanc il y a quelques instants, le vote blanc n'ayant pas de temps de parole à la télévision, le CSA ne comptant pas le temps pour le vote blanc, on peut en parler du vote blanc. Alors à quoi ça sert le vote blanc? Le vote blanc, c'est de dire je suis responsable civiquement, et comme je suis responsable civiquement, je vous dis, moi je cautionne pas les politiques dans leur ensemble. L'ensemble des politiques, je n'en cautionne aucun. C'est-à-dire je cautionne pas le monde politique, le système politique qui existe aujourd'hui en France. Ne pas voter, c'est lâche. C'est-à-dire que je ne prends pas mes responsabilités. Voter blanc, c'est je dis je ne donne pas ma caution à aucune des personnes qui sont présentées dans mon quartier. Alors, on vient au cinéma. Dans vos films, il y a vraiment très peu de femmes. Est-ce que vous les aimez? Non, oui, j'aime. Non, j'aime bien ma copine. Oui, mais les filles sont super. Les filles, le problème, c'est les comédiennes qui sont un peu casse-couilles. Les comédiennes sont chiantes. Plus que les comédiens. Non, mais j'ai fait mon premier film, il y a le plus beau rôle est pour une fille quand même. Il y a une fille métisse qui se retrouve entre deux mecs. C'est elle le personnage principal. Donc, non, j'aime beaucoup, mais pour l'instant, c'est-à-dire que quand on fait des trucs sociaux, si on s'intéresse à des problèmes sociaux, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile pour certaines personnes. Moi, j'ai un problème à intégrer les femmes. C'est-à-dire que les femmes, représentent quand même une certaine beauté sur cette planète pourrie, et les intégrer à un truc qui peut être dur, violent, ça j'ai pas trop envie, c'est plus une histoire de mec. Enfin, je préfère le garder à un niveau qu'on ne se pose pas la question, qu'on comprenne bien qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, que c'est pas romancé. Dès qu'il y a une femme, il y a une espèce de romance qui s'installe malgré soi,
qui adoucit et qui, à mon avis, peut fausser l'entreprise du film. Sur des films un peu costauds comme ça. Ben, bon, maintenant, si on parle de c'est films de très machiste quand même comme propos. Absolument, non, absolument pas. Ah non, mais il faut pas faire. C'est-à-dire il y a un sujet, une façon de le traiter. Enfin, pour moi, quand je prends un sujet qui m'intéresse, j'ai. Non, mais vous auriez pu faire La haine qu'avec des filles, Assassin qu'avec des femmes. Ouais. Non? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Non, par contre, on aurait pu intégrer des filles dans La haine, mais. Non, c'est absolument pas machiste. Enfin, j'espère que je veux pas que ce soit compris comme ça. Hein. C'est pas du tout le but. C'est seulement que les femmes sont les filles sont, elles sont trop jolies pour être dans les sales histoires comme ça. J'ai pas, voilà. Vous en sortez bien. Alors, quelle est votre profession? C'est acteur, metteur en scène, scénariste, producteur? Ouais, réalisateur. Réalisateur. Réalisateur, ouais, tout ce que ça comprend. Ouais. En tant que réalisateur, moi je m'intègre en coproduction, ce qui est normal, puisque je fais prendre un risque à un producteur, moi j'intègre une partie de mon salaire pour, ou d'autres choses pour prendre le risque en même temps que le producteur. Ouais. L'argent de La haine, ça vous a servi à quoi? L'argent de La haine, ça nous, Canal+ en a pris une bonne partie. Mais non, mais ça c'est les trucs et puis il y a de l'argent qui sert. Moi j'ai monté une boîte de prod et puis j'essaie d'aider les gens. On ne s'est pas acheté de Ferrari, on n'a pas fonctionné comme ça. On essaie de garder le truc le plus ouvert pour les autres. C'est pas la peine de m'envoyer 250 scénarios parce que ça fonctionne pas comme ça. Mais bon, déjà si on peut aider nos copains, c'est déjà ça. Ouais, vous l'avez fait pour Dupontel par exemple? Ouais, mais en fait Dupontel que je connaissais à peine et puis je l'ai rencontré sur le film de Audiard, il a amené le scénario, il en parlait avec vachement de véhémence, tout ça, les trucs. Le mec il est gonflé, on avait de l'argent au fonds de soutien, on l'a investi, en plus je viens d'apprendre qu'on a récupéré le truc à quelques milliers de francs près, donc tant mieux. Vous faites une apparition dans le film de Luc Besson, le 5e élément. Ça représentait 24 heures de tournage avec Bruce Willis entre autres. Qu'avez-vous appris là et pourquoi faites-vous cela? C'est 24 heures, on se retrouve à côté de Bruce Willis, donc c'est le truc de môme quoi. C'est pourquoi on fait ça? Parce que comme même chose, curiosité, envie de voir comment les autres travaillent. Et c'est vrai que j'ai toujours été. Son premier film m'a énormément influencé au niveau de ce qui était ce qui était possible de faire au cinéma en France en étant jeune. Le dernier combat, donc son premier film. Et puis quand on voit aujourd'hui qu'il fait la nique aux Américains en faisant le plus gros film américain avec la plus grosse star américaine sur un film français, ce qui est assez. Alors, vous jouez sur un registre de films tout à fait différent, mais la stratégie est un peu la même. C'est-à-dire que la stratégie de Besson pour son dernier film, c'est « Je suis à Cannes, on sort en France le même jour, très peu de presse avant la sortie du film ». Vous, dans une semaine, c'est la même chose. C'est pas prémédité sur des choses, sur les histoires de commerce. Tout ce qu'on fait, c'est un film. Après, tout le travail qui est après, on fonctionne avec la situation. On nous accepte à Cannes, on va à Cannes, on se passe le vendredi 16, on décide de sortir le vendredi 16, il y a un week-end de 4 jours, on est con de ne pas le faire. Et puis en plus c'est bien, ça fait plaisir. Moi je me rappelle, ça me faisait plaisir de pouvoir aller voir les films à Paris avant que les gens aillent le voir à Cannes. Puis en plus, et puis là où Besson est très fort, c'est le côté secret, tout ce qu'il garde secret sur ses films, ça énerve tellement tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut tenir le coup, parce que tout le monde dit ouais, il a la grosse tête, il va rien montrer, le film est pourri, ça veut dire qu'il... Mais en fait, il emmerde tout le monde, il dit je vous montre pas, vous verrez quand le film sortira, et vous verrez, on met les journalistes au même point que le spectateur, et ça c'est vachement bien de niveler tout le monde par le haut, en fait, parce qu'on dit tout le monde va vivre le truc, l'événement au même moment. Et ça c'est super excitant. Vous avez dit que les journalistes, je crois à l'époque de la haine, c'est des trous du cul, hein, c'est ça? Pas tous, hein. Non, mais ouais, enfin, moi j'ai eu plein de mauvaises expériences. Oui, j'ai eu plein de mauvaises expériences. Puis comme au bout d'un moment je suis devenu le vilain petit canard, j'ai attiré vers moi les trous du cul. Ouais. Donc là, pour Assassin, vous récidivez un petit peu. Mais pour Assassin, je fais 5 médias, j'en fais pas plus. Ouais. Alors il y a des trucs qui vont après, on peut pas contrôler le reste. Il y a des jeux de photos qui circulent, il y a des extraits qui circulent, les gens utilisent ça comme ils veulent. Mais je sais que moi, mon investissement, il se fait sur 5 médias et je repars pas en mission comme on était parti sur l'autre. Parce qu'on savait pas que ça allait marcher l'autre aussi. Donc il fallait le vendre. Alors la sortie d'Assassin, donc le vendredi 16,
est attendue ici à Cannes. Bon, elle est attendue dans les salles aussi, j'imagine, et j'espère pour vous. J'espère. Bon, ce film est plus violent et plus provocateur que La haine. Alors vous attendez quoi? Un triomphe? Une salle coupée en deux? Une salle qui se vide à moitié au bout de 20 minutes parce que les gens sont trop choqués? Non, un triomphe avec des gens qui jettent des billets de 500 francs du balcon pendant une demi-heure. Non, non, je pense qu'il va y avoir les premiers sifflets au bout d'une demi-heure de film. Et puis les sièges vont commencer à claquer dans ces eaux-là. Puis après, je ne sais pas quel va être le pourcentage après de gens qui vont aimer. Je pense que de toute façon, ça sera scindé. Il y a des gens qui vont aimer. Et puis des gens qui vont être révoltés, qui vont trouver ça insupportable et qui vont trouver ça pas bien du tout. Et c'est ce que je cherche. Vous cherchez à choquer le bourgeois. Ça. Choquer le bourgeois, ouais, ça c'est une phrase de la famille. Ouais. Ouais. Ça vient de votre grand-père. Ça vient de mon grand-père. Ouais. Ouais. Ça c'est vraiment les trucs. Il faut tout le temps essayer de mettre des coups de pied au cul aux gens qui s'endorment, quoi. Tout simplement. J'aime pas la provo officielle, c'est-à-dire que j'aime pas provoquer pour provoquer. Ce qui est bien, c'est provoquer pour provoquer une réaction, mais pas pour choquer. Quand je dis choquer le bourgeois, c'est pas la même chose que choquer. On choque les gens qui sont installés. Donc, attendez, moi je suis bien confortable, j'ai mes petites habitudes, j'ai ma coupe de champagne, mon nœud papillon, je suis là, et tout d'un coup on me montre quelque chose que normalement je pourrais ne pas voir. C'est-à-dire que ça fait pas partie de mon monde. Et que ces gens-là se disent merde, il y a des trucs comme ça qui se passent, mais ça fait pas partie de mon monde, ça me choque, c'est très bien. C'est ce qu'on a voulu faire avec La haine, c'est ce qu'on n'a pas réussi. Donc le fameux dernier mot que vous n'avez pas eu après La haine, Assassin, c'est un peu pour ça aussi? Ouais, puis on accumule de l'énervement, on accumule des trucs par rapport à... vous le savez comme moi, hein, quand je dis que les journalistes sont des trous du cul, c'est comme quand je disais dans le dossier de presse La haine, c'est un film anti-flic. Je suis pas anti-journaliste, je suis pas anti-flic, je suis anti-système policier, et je suis anti-système qui fait que les journalistes deviennent des trous du cul. Mais la base, les journalistes, il y a des gens super, il y a des gens qui font les choses vachement bien, comme chez les flics, il y a des gens qui font les choses très bien, mais il y a un système qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un rendement qui est obligatoire, et qu'au bout d'un moment, on perd la notion du bien et du mal, je pense, ce qui est tout à fait normal. Alors, le plateau était fermé pour le tournage d'Assassin. Michel Serrault joue le rôle principal avec vous. Ouais. Il n'y avait pas de presse. Et Mehdi Beloufa. Et Mehdi Beloufa. Ouais. Et donc, nous allons voir en exclusivité le tournage du tournage, enfin une partie du tournage, et en particulier axé sur les rapports entre Michel Serrault et Mathieu Kassovitz. Et on se retrouve après. Bien sûr. Voilà. Bien. On fait le silence partout. Silence, attendez, merci. Silence. Moteur. Ça tourne. Carré. Action. Tire, mon gueule. C'est vrai, bande de salaud, qu'est-ce que tu me fais? Coupé. 23 sur 4, quatrième clap de fin. C'est bon. C'est coupé. Ça va, Robert? Ouais. Quand même. Ce qu'il faut, Michel, c'est que, pardon, excuse-moi, vous me suivez. Quand on... Ou alors on met la table plus au centre. Ah non, Non, parce que je suis en train de chercher. Soit on met la table plus au centre, soit Michel vient de mon côté. Comme ça, on restera, pour vraiment rester dans le même axe. Que moi je tombe là et que vous ayez votre tête là. Moteur demandé. Tourne. Ça tourne. Action. Et tire-le, mon vieux. Lâchez-moi, bande de salauds, mais qu'est-ce que vous avez fait, lâchez-moi. C'est la première bonne, hein? Oui. Alors fais une, Mathieu. Qu'est-ce qu'il va pas lui dire? Tu tiendras le coup, Mathieu. Mais tu vas améliorer quoi, Mathieu? Tu vas améliorer quoi? Es-tu prêt? Dis-nous. C'est la première bonne, techniquement, au niveau du jeu, au niveau des coups, au niveau de tout. On sort en thune. La seule chose, Mathieu. À fond, on sort en thune à fond. On sort en thune hyper violente. D'accord. D'accord, où vraiment ça bouge dans tous les sens, on s'en fout. Georges, tu m'écoutes, on s'en fout. On a une de bonne, là, donc. On sort en thune, on est à fond dedans, on la fait à fond, d'accord? On a quand même pris, Georges, mais écoutez-moi, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, c'est la dernière. D'accord? Donc il faut qu'elle marche.
Bien. Tout le monde se tient prêt. Messieurs, c'est quand vous voulez. On va tourner. On fait un grand silence en bas. De rouge. Voilà. Ah, voilà, plus fort, en fait. Le plan, c'est ça. Tac, 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 on s'approche. Ouais, vous vous retrouvez tous les deux côte à côte, face à face. Tac. Qu'est-ce que vous allez lui faire? À moi, rien. Moi, rien. Là, c'est d'être de face. Ça vous paraît possible? Et je voudrais que la caméra recule comme ça, elle attrape Michel qui se retourne vers moi qui lui dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on m'attrape et je prends Michel. On était obligé de leur dire n'importe quoi, sinon ils n'arrêtent pas de gueuler. Alors comme ça me met tranquille. Et alors, ce que je voudrais, c'est qu'on dise tout ça sur le chemin, que la caméra nous soit parallèle à nous. Et je voudrais qu'on arrive dans nos marques ici. C'est l'histoire, c'est pour lui raconter des histoires, sinon s'il n'avait pas de réponse, il vous emmerde jusqu'au lendemain. Et là, tu commences à avancer. Mais vous allez lui faire quoi? Et moi? Ouais. Moi, rien. Et l'idée, c'est que on continue pour passer entre les deux, tu vois, on arrive sur le flingue. Moi, rien, et tac, on comprend ce qui va se passer, tu vois? Ouais, très bien. D'accord. Ouais, ça les fait de face. Michel prend le flingue. En fait, toi, tu suis le flingue, Ben ouais. Tu viens à ma place. À ta place, voilà. Ok, donc il prend le fusil, moi je pars. Et là, tu recules, et reste calme. Reste calme, prends ton temps, respire à fond. Retenez-le, Michel. Non, là, je vais m'évanouir. Là, c'est... Ça se voit pas? Ah si, c'est ça. Ok, on fait une mécanique. Ok, un peu de silence, s'il vous plaît. On avait dit qu'on se rapprochait plus, hein. Ah, remarque, non, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On peut monter, s'il te plaît? C'est pas mal ça, hein. C'est bien ça. Ok, commençons sur les mains. Tu commences sur les mains? Oui, attends, je vais monter un peu le matin. Michel, vous pouvez... Non, c'est bien, Georges, c'est bien, Georges. C'est bien ça. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ok, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Moteur. 25 sur 1 neuvième. Action. Je comprends pas ce qu'on fait là. On fait ton apprentissage. Oui, bon, bah ça va, on arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toujours à faire le mal, espèce de petite merde. Vous avez un frère? Ouais. Mais non. C'est pas possible. Mais non, il ne peut pas me faire ça pour moi. Mais non, c'est pas possible. Robert, une dernière complètement faillie. Ok, bien. Merci Robert. Vous avez bien dormi? Oui, mais je me suis réveillé à 4 heures. Vous partez de l'équipe, c'est les messieurs là, non? C'est des paris aussi. Excusez-moi. La journée s'annonce difficile. Hein? C'est barré déjà. Un, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4. Et combien il est 28 cantons et pas de 4. Et en place, s'il vous plaît, à la caméra. Georges. Surtout quand le gars il en a sa fierté. C'est ça, un truc comme ça. Ouais. Soyez concernés, agacés, concernés, parce que vous allez quand même mettre 10 000 et qu'il est quand même radin. Moteur. Tourne. Action.
Combien il est, Belle de Jour 28 contrats. 28 contrats et Bazooka Jones. 5 contrats. 5 contrats, bon bah écoute, tiens, voilà. Voilà, tu mises 10 000 sur... Non, sur Belle de Jour. Pourquoi ce Bazooka, c'est favori? Vous allez tout perdre. Oui, non, mais moi je mise pas moi sur les chevaux qui ont des noms américains. Ça C'est pas même quand ils gagnent. Bah oui, non, surtout quand ils gagnent, tu comprends, on a sa fierté. C'est complètement con comme théorie, ça. Comment? C'est quoi? C'est con? Pas du tout. C'est pas une théorie, c'est une technique. Moi, j'adore ça parce que tu joues alors sur les tocards et quand ils arrivent, c'est un bon coup. Tu comprends? On n'est pas des gagne-petits. C'est bien, ça, là, on en refait. Allez, on est au départ, on l'a fait. On trouve quand on part pour aller parier. Donc il faudrait qu'on trouve un truc, il faudrait que vous ayez un truc de nervosité et à la fin faire vraiment, allez vas-y là, c'est avec l'heure. Ouais, quand on va arriver, parce qu'à la fin c'est, allez va parier là, oui, ça va être trop tard. Action. Allez, viens, de ma fierté. C'est débile comme théorie ça. Oh, c'est pas débile, d'abord c'est une technique formidable. Moi j'adore jouer des tocards, comme ça quand ils arrivent, c'est un beau coup, tu comprends, hein. Ben, on n'est pas des gagne-petits. Ça ne m'étonne pas qu'avec une technique comme ça, vous vivez toujours dans un quartier tout flingué. Oh, qu'est-ce que tu racontes depuis 20 ans? Pourri, raconte, il n'y a pas de puis discute pas. Allez, mets-toi, vas-y, voilà. Moi, je mange que... C'est bon, ok, voilà. C'est une belle idée. Eric ok, très bien. Très bien. C'est tout. Tu vois, quand tu me donnes des mots forts, j'arrive à les... Chiotte, voilà, tout de suite accroché. Bon, ça. Bon, qu'est-ce qu'on choisit comme parapluie? En fait, moi il y en a un, celui-là, moi celui-là je l'aime bien. Moi j'aime bien pour le côté... le côté, c'est le truc que tu as eu dans une foire. On l'aurait jamais mis dans un film normand. La seule chose qui peut être belle, dans l'ensemble, ce qu'on est bien. Maintenant, il n'y a pas de soleil dans les marrons, c'est celui-là. Celui-là, moi je vois bien Wagner, voilà. Mais celui-là, il est un peu... Oui, non, mais on souvent, s'en fout, les parapluies, bon, t'as ceux que t'achètes et puis t'as ceux que t'as dans les foires, tu vois, celui-là, il est dans une foire. Ça peut aussi être le parapluie de la victime, Mathieu. Et ça peut être aussi le parapluie de la mère, de la sœur, du beau-frère de Xavier. Oui, le bleu, il se voit pas. Silence, action. Même ton œil, il est chauffé. Action, c'est parti. Bon, quel beau plat. Voilà. C'est exactement ça. C'est à ce prix-là que nous obtiendrons. C'est comme ça. Oui. Ok. Bonjour Michel. Ah, bonjour, machin. Bon, c'est bon, c'est toi qui Comme c'est toujours... Oh non, t'as pas entendu ce qu'on a dit? Non. On a parlé du temps. Du temps De la pluie, non. du beau temps. Un truc de très... Alors non, c'est un truc là-bas. Ouais. Mais attendez, la pluie est trop forte. Hein, on va changer la pluie. Faut pas trop balayer, Franck. Faut pas trop balayer. Au début, tu tiens, quand tu vois Michel qui fait ça, tu commences à ramper, d'accord? Tu commences à arriver, c'est-à-dire que ça va t'arriver à peu près là. Ça va exploser. Et au moment où ça va exploser, Marc, tu vois, marque un temps, parce que là, c'est comme si on a cru presque que tu avais été touché par la balle, que tu avais été blessé, tu vois. Donc fais que ça tire à côté, bam, tac, et là tu commences à ramper un peu plus vite, tu vois. Mais ce que moi, à la fin de la prise, que je vais laisser courir pendant 20 secondes, il faut que tu sois là, tu vois, environ. Ah oui, d'accord. Ok. Il arrive là-bas. Hein. Allez, on est prêt là, s'il vous plaît. Le gros qui arrive après. Bien. Et ce que je voudrais vraiment, ce que je voudrais que vous fassiez passer vraiment, c'est comme un souffleur de verre qui a plus de souffle. Et qui se rend compte, lui, face à son instrument, que tout d'un coup, il n'arrive plus à souffler assez fort pour faire gonfler le verre. Donc prenez votre temps. Hein. Il y a tout, en plus, ce qui va être assez beau, c'est qu'il y a toute la pluie sur vous. Il va y avoir pas mal de pluie, hein, quand même. Et je veux que vous n'ayez rien à foutre de la pluie. Il n'arrive plus rien à foutre de rien, il fait son truc. Il le vise vraiment.
il hésite, puis il tire. Mmh. Ok. Non, mais c'est moi, je fais des photos entre le petit et ça. Ah, voilà, ça y est, il a gagné. Oubliez la pellicule, hein, c'est plus rapide si on tombe sans. Hein. Non, c'est une vis qui est partie de la caméra. Qui est tombée. Cling, cling. Elle est où la vis? Tiens. Non, non, garde-le, parce que nous, on ne peut pas attendre. Allez-vous-en, sortez. C'est une lentille de l'objectif qui est Si tombée. j'étais metteur en scène, je crois que je prendrais des... Faites chier maintenant, allez-vous barrer tous et vous faites chier. Quand je dis moteur, c'est le moteur tout de suite. C'est pas sinon vous vous barrez, vous faites chier. Ce serait bien. Moteur. Lui. R47 sur 3, 5e. Allez, tiens, prends. Prends et regarde. Regarde et apprends. Tu vois, voilà le travail. Coupé. Coupé. C'est pas mal, je crois. Un impact à côté. Si tu vois quelque chose de bizarre, Non, je cherche quelque chose d'autre à faire. Quelque chose, quelque chose en plus. Oui, voilà. Bon, en fait, j'avais dit à Vincent de ne pas partir avec, en fait. Non, je ne l'ai pas dit, Vincent. J'ai cru t'avoir dit Ah oui. Non, parce qu'il m'a dit parce que là, finalement, c'est pas logique pour la même scène. Parce que également, Non, on est petit. Ouais. Ramper et crier, à la fin, Pas de problème. j'essaye de retenir l'inspiration. La respiration, tu peux respirer normalement. Tu respires normalement. On est au 25, au 32 de la basse, on voit rien du tout. Au 25. et on va aller là, et on sort. Voilà, voilà. Et voilà le travail, faites-le encore plus joué. Et voilà, et voilà le travail. C'est très délicat, je ne peux pas faire non plus une opérette d'un seul coup. Ça, on dirait comment ça se fait qu'il ne l'a pas tenu et qu'il fait des bêtises. On y va. Et voilà le travail. Tiens, donne-moi mon arme parce que... Il est prêt à tirer. Restez pas là, hein, les gars, trop à côté parce que je vais peut-être tirer dans tous les sens. J'en ai mis que deux, hein. Ok. Silence. Moteur. Pluie. R47 sur 6 secondes. S'il vous plaît, un petit peu de silence, on se remet au départ. On va laisser 10 secondes de télé. Oui, il y a deux images qui m'intéressent, c'est ça que je vais prendre. C'est le chien andalou, tu vas l'œil, tac, et après tu vas l'œil, et après l'œil, t'as un peu plus loin, t'as la main avec les fourmis. Par après les fourmis. D'accord. Alors moi, Eric, c'est toi qui action au moment où tu vois les yeux. Ok, on est en place. La vidéo est calée. Ok. Georges, on y va. Ici, là, un tout petit peu, là. Voilà, ici. Ok. Voilà. Musique. Coupé. On remet au départ, merci. Bon, Michel. Oui, Mimi. On va vous mettre au bout du crâne et vous allez danser. Au bout là, moi? Oui. Ah bon. On va vous montrer la place. Vous verrez pas mes pieds, là. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais je vais mettre un pied là déjà. Des patins à roulettes? Oui, non, vous allez faire autre. Ça dure un peu plus longtemps, Mathieu, le mouvement. Vas-y. Attention. Ok. Moteur. 49 sur 2 premières. Clap. Speed. Musique.
bien. Merci. Ça va être très très beau. Un beau film. J'ai fait un peu de danse du ventre. Un peu. C'est pour les Césars de l'année prochaine. Oui. Allez. Bon. À fond, hein. Dis donc. Je fais confiance. Allez, moteur. Ok, attention, on va y aller, moteur. Vidéo. Musique. Il roule la bouteille de javel. Tu regardes la voiture et tu me regardes. Ok, merci. Mais quand tu me regardes, tac, tu regardes aussi parfois la voiture. Okay. Allez, faut y aller, Pierre. Il est chargé là. Oui, il est prêt à tirer là. Sélecteur. Mets-toi en place, la fin. Faut placer, Jean. Ouais. Alors on y va. Moteur. Une tourne. Deux tournes. Trois tours. Action. Ah putain, ça défoule trop. Putain, bien. Pourquoi tu m'as appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es blessé? Qui c'est celui-là? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça va passer, Comme ça, c'est toi qui as tout fait? Ouais, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout fait. Qu'est-ce que c'est que Pour l'instant, il n'y a pas d'embrouille encore. Mais seulement, ça n'a pas fonctionné. Il a eu un accident. Oui, qu'il soit pas agressif. Non, au contraire, c'est un accident. Oui, t'es un peu inquiet, quoi. Qu'est-ce qu'il disait celui-là? Je dis non, vous inquiétez pas de ça. Tu découvres un peu, il découvre. Ouais, mais ça a foiré. Place de départ, tout le monde, on va tourner. Et là, par contre, Oui, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce qui se passe? oui, tu as raison. Mehdi, tu sais quoi? Fais-en une là. Tu l'as fait sans parler, seulement en regardant. Tu vois, en respirant fort. Plus sur le regard et sur la respiration et l'adrénaline, tu vois? Comme ça. Ok. Allez, on est prêt. Silence. Moteur. Action. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, raconte! On entend le bruit. On peut le couper. On s'en refait une comme ça? Ah oui? Hein, c'est bien avec cette énergie-là. Oui, oui. Hein? D'accord? Ça pourrait être mieux pour toi au cadre, Georges. Hein? Tu pourrais choper un peu plus Michel avec ce truc. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il fasse le mouvement, tu utilises le mouvement pour faire le truc, d'accord? Voilà, ok, ça, ok, on y retourne. Il y a un truc qui peut nous aider tous pour se lancer, c'est que vous soyez là et que vous fassiez « Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» Oui. Hein, et comme ça nous relancera Oui, je tous. crois, Hein, parce que là, on est un peu statique, oui. Dis donc, t'as fini de te manger les ongles? Je suis angoissé. Allez. Silence partout.
On attend l'avion et on y va. Moteur. 73 sur 5 premières. Bang, action. Arme. Tremble, Mille, tremble. C'est coupé. On peut en refaire une. C'était pas mal un peu. C'était pas mal. J'ai vu, c'est pour ça que j'ai regardé, mais... Allez. Et Mehdi, quand tu fais ça, tac, et tu trembles dès le début, d'accord? Moteur. Silence. Très bien, Michel, hein, moi je vois pas ce qu'on... 73 sur 7, troisième. Regardez le plus méchamment possible, d'accord, Michel? Ah, je le regarde au départ. Non, même tout le temps, sur toute la longueur. Ok. Cadré. Action. Arme. Elle était bien celle-là. Elle était bien celle-là? Alors elle était bonne? Elle était très bonne, oui. Elle était très bonne. Non, elle était, je sais pas. Ouais, non, on est tellement, je sais pas, ouais, je sais pas. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du film? Parce que je crois que vous êtes d'un naturel difficile, vous doutez, ouais. Vous avancez dans la difficulté. En plus, le scénario a été réécrit souvent pendant le tournage, que le calendrier a été avancé, je crois. Oui, le calendrier a été avancé de 6 mois. Et on s'est décidé un jeudi pour commencer la préparation un lundi. Donc avec un scénario à moitié écrit. Je suis très content du résultat final. Mais le film n'est pas fini. C'est-à-dire que je suis content parce que... c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'avec Nicolas, avec le producteur, avec Nicolas, c'est Nicolas Boukrieff qui a coécrit le film avec vous. Ouais. On s'est dit, bon, voilà, on assume jusqu'au bout. C'est-à-dire que le film va se faire dans la précipitation. On sait qu'on va continuer à écrire le scénario pendant le tournage. On sait qu'on va continuer à écrire le scénario pendant le montage et même pendant le mixage. Alors on disait ça avec des belles phrases un peu héroïques, c'était un peu chevaleresque. Et puis bon, après, on était un peu comme des petites merdes minables, fatiguées et tout, mais on continuait mais on l'a vraiment fait jusqu'au bout. Et jusqu'au mixage, jusqu'au dernier... donc le film s'est construit jusqu'au dernier plan de mixage où on a changé la fin. Donc le film n'est pas fini de monter. Enfin moi je considère qu'il n'est pas fini de monter. Quand on a su, en fait, quand on a commencé à rentrer en mixage et qu'on a... Non mais les gens qui vont aller en salle le 16, ils vont voir un film fini quand même. Les gens vont voir un film fini qui est plutôt... qui est un objet assez... dont je suis fier. Après le reste c'est des problèmes perso. Mais le film a été fait avec une telle... C'était tellement chaotique le tournage, c'était tellement compliqué, c'était tellement lourd. C'est-à-dire que moi je me retrouve avec Serrault en face, comme disait Nicolas, il met la pression au gazier. C'est-à-dire qu'il est là et le seul fait de sa présence fait qu'on n'a pas envie d'utiliser pour faire des trucs qu'on pourrait demander à n'importe qui. Donc tout doit être... on doit utiliser, c'est-à-dire qu'il a du talent. Donc dès qu'il est devant la caméra, on a envie qu'il essaye de faire passer un maximum de son talent et de sa personnalité, de sa nature. Donc il fallait tout le temps essayer d'être au point pour ne pas l'épuiser à faire des choses sans intérêt. Et puis pour le film, ce serait mieux. Et puis bon, tout ce travail en parallèle, en plus le fait que je joue dedans, qui était une espèce de pari par rapport à Michel, c'est-à-dire qu'il acceptait un rôle qui est quand même assez difficile, qui est un rôle de tueur sans pitié, mais qui n'est pas du tout c'est pas Pulp Fiction le film, hein, ça canarde pas dans tous les sens, c'est quelque chose de... Non mais les scènes de meurtre sont extrêmement longues. Les scènes de meurtre sont extrêmement longues parce que la violence... C'est rare au cinéma. Oui, c'est-à-dire qu'on oublie, c'était un peu l'ambition du film, on oublie un peu trop à travers la fiction qu'on voit à travers la télé, au cinéma, que la violence, que les coups de feu, que la mort est quelque chose de douloureux, d'extrêmement, comme disait Hitchcock, de tuer quelqu'un c'est quelque chose d'extrêmement long et douloureux et difficile. Et bon, c'est un peu ce qu'on a essayé de retrouver avec le film. Donc on fait appel à des personnages d'assassins qui sont des ordures.
Et il faut faire accepter ça à Michel. Donc sur un vieux monsieur qui pète les plombs, qui devient sénile, et qui tue des enfants, qui fait des trucs absolument atroces, et qui pourtant doit être qui est le héros du film, c'est-à-dire qu'on doit l'aimer. Donc il y a une petite part, on est tout le temps sur le fil du rasoir. Pour un acteur, c'est génial, mais ça fait très peur aussi. Surtout quand on voit un petit mec de 27 ans qui arrive et qui fait ah, 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 ah. Donc ce qui est magnifique, c'est qu'il a accepté le pari, il l'a tenu jusqu'au bout. Puis tout le reste, bon, le film, ouais, je suis content du film. Je suis content qu'il soit fini, quoi. Et avec Serrault, il y a eu des moments difficiles. Le rôle est difficile, bon, l'acteur est exigeant, vous aussi. Donc de temps en temps, ça doit être un petit peu tendu. Oui, oui, mais on est allé au clash très vite. C'est-à-dire que Michel, il fixe les trucs, il jauge les gens. J'espère que je ne vais pas le froisser en disant ça, parce que c'est vraiment pas le but, parce qu'en plus on s'est engueulé, mais c'était des engueulades tellement saines que ça a fait le film, c'est ça qui a fait le film. Donc Serrault, il est très exigeant par rapport à son travail. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, je connais pas 200 000 personnes, mais je crois pas que je rencontrerai de sitôt un acteur qui aime autant son métier. J'ai jamais vu ça. Il est tellement concerné par son métier que chaque chose qu'il peut faire, il n'a pas besoin d'avoir une adhésion totale à ce qu'il fait, mais il a besoin d'être... Il aime bien être mis en danger, c'est ça qui est magnifique, mais il veut comprendre pourquoi. Et il veut qu'on lui laisse de l'air, ce qui est normal. Moi, dans le speed avec lui, je lui donnais des indications très vite, faites ça, vous allez voir, je vais vous diriger, nanana. Lui, il faut lui donner de l'air et tout ça, donc on est allé au clash. Et puis un rapport de force qui s'est amené, qui en fait est devenu un rapport d'amitié, de respect, parce qu'il a vu qu'il n'allait pas pouvoir me démonter comme ça. Et puis moi j'ai vu que j'avais en face de moi quelqu'un qui s'endormirait pas. C'est-à-dire que quelqu'un sur lequel c'est pas que je pouvais me reposer sur lui, mais avec qui j'aurais tout intérêt à aller au travail quotidiennement, jour après jour. Et voilà. Donc c'était magnifique, c'est une expérience magnifique. Serrault, je crois que c'est la première fois qu'il va monter les marches. Serrault, c'est la première fois qu'il va monter les marches, c'est assez hallucinant. Dans une semaine. Ah, ça doit être une fierté pour lui et pour moi, partager avec vous aussi. Je suis très content. C'est un film qui va faire beaucoup de bruit. Vous véhiculez une violence très volontariste. En même temps, il y a la télé qui semble être diabolisée dans le film. La télévision, c'est une boîte magnifique à travers laquelle on parle d'Internet et de l'interactivité d'Internet. La télévision devrait être ça, devrait être une boîte d'informations où on peut aller choper les choses qui nous intéressent et vraiment apprendre. On peut faire l'école à travers la télévision, on peut faire plein de choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la télé, pour moi, est la représentation parfaite de la société. C'est-à-dire que c'est tout, ça représente le bien, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de mal dans la société est représenté à travers la télévision. Mais on y a accès d'une touche, grâce à une touche de télécommande. Et le mélange qui se fait à travers un zapping est hallucinant. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une image porno à une image de manga japonais. Après, on passe à une émission de jeu. Après, on passe à un mec qui s'est fait décapiter. Après, on passe à des trucs, à une pub pour de l'huile. Et puis après, c'est un truc comme ça. Est-ce que c'est la télé qui pousse au crime? Non, la télé pousse absolument... Je ne pense pas que la télé pousse au crime. Je pense qu'il y a un truc, il y a un fait de société qui fait que quand aujourd'hui on a 15 ans, ou même on a 30 ans, ou n'importe quel âge, et qu'on regarde un peu autour, on se dit, bon, comment ne pas faire le mélange entre Madame Chirac, passée au flame par Karl Zéro, qui fait des trucs absolument horribles, et les véritables affaires politiques que ces gens se mettent sur le dos tout seuls. Dans la tête d'un enfant, dans la tête de n'importe qui, il y a un mélange qui se crée. Et le film était un peu... Essayer de dire, faisons attention à ce qu'on apprend à nos enfants aujourd'hui, parce que quoi qu'il se passe, on se leur prendra dans la gueule demain. C'est évident. Donc la télévision n'est absolument pas un truc diabolique, mais attention, à condition qu'on en fasse quelque chose d'intelligent et qu'on apprenne aux spectateurs à la regarder. Parce que moi, j'ai plus la télé depuis 4 ans. Et j'ai plus la télé parce qu'un jour, j'ai zappé 12 heures d'affilée, j'avais une crampe au pouce, et puis j'ai fait, faut arrêter. Parce que je suis comme 90% des gens, je regarde la télé comment? C'est trop facile de regarder la télé, c'est un acte complètement passif. Et là, vous ne la regardez plus depuis 4 ans, mais vous la connaissez bien quand même. Je la connais pas tant que ça, parce que j'ai découvert encore des choses, c'est-à-dire que ce qu'on a dans le film est bien en dessous de la réalité. C'est-à-dire que les vraies images qu'on voulait avoir, on n'a pas eu d'autorisation. Et malgré lesquelles on voulait avoir des images d'émissions de télé avec des gens en train de renifler de la merde pour un jeu.
c'est des trucs, le mec avec le nez à 2 cm d'une merde de chien, avec les yeux bandés, avec le public qui rigole, c'est pas, franchement, je pense pas que ce soit extrêmement bien pour l'être humain de faire ce genre de conneries, quoi, c'est tout. Donc ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas eu accès, il y a certaines pubs auxquelles on n'a pas eu accès, donc tout ce qui est dans le film, c'est l'autorisation, on a la caution de la télé. Et déjà, vous me dites que vous voyez à quel point la télé peut être diabolisée, à quel point c'est horrible ce qui peut passer à la télé, mais vraiment, on a eu les images les plus soft qu'on puisse imaginer. Alors, ce film a été coproduit aussi par les télés, et donc, bon, je crois que Canal+ a dû mettre un peu d'argent, TF1 et Arte. C'est un film qui va être interdit aux moins de 16 ans. Je crois que vous souhaitez que le film soit interdit aux moins de 16 ans, ce qui est assez rare, parce que vous vous coupez d'une... Non, je suis vachement fier. Le court-métrage dont le film a été inspiré était interdit aux moins de 16 ans. Donc je pense qu'il y a une suite logique, si on fait la même chose en long, d'avoir aussi une interdiction. En plus, personnellement, j'ai pas envie qu'il y ait des mômes de 13 ans qui aillent voir le film, parce que je pense que c'est... Il y en aura sûrement quand même. Il y en aura sûrement, oui. Mais c'est bien, mais il faut ils ont conscience que c'est un film interdit aux moins de 16 ans, il y a tout un truc qui se fait, ça amène une autre discussion. Ça, je trouve ça bien. Maintenant... oui, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'on fait. Quand on fait un film violent, il faut être interdit aux moins de 16 ans. La censure, à ce niveau-là, doit servir à ça. Mais je trouve que l'autocensure est plus intéressante. La violence au cinéma n'est plus du tout... est un truc d'adrénaline, de plaisir, que moi, j'en suis le premier client, parce que je suis un fou de Terminator et de tous ces films-là. Mais j'ai besoin parfois de voir des films qui me disent « Attention, tuer quelqu'un, c'est pas boum boum, je pars en arrière avec du sang partout. Prendre une balle, on tombe comme une merde, on part pas dans un truc très héroïque en arrière, c'est pas ça. Et il faut un peu refixer ça au cinéma, je pense. Enfin, le cinéma doit servir à ça, pour qu'on puisse... En fait, le cinéma peut essayer de recréer parfois une certaine approche de la réalité, ce qui est assez étrange de faire... d'inverser, quoi, de faire une pure fiction pour essayer de retranscrire un maximum de la réalité. Mais c'est ce que je vois dans les films qui m'ont impressionné, que ce soit les films de Friedkin ou Orange Mécanique, pour parler de violence, de montrer la violence. À ce niveau-là, si on arrive à dégoûter le spectateur de la violence au début, il y a... après, chaque scène de violence va être vue d'une façon personnelle et physique. Et les gens, quand ils sortiront, je pense, n'auront absolument pas envie d'avoir ni d'actes violents ou quoi que ce soit. Par contre, ils vont avoir une réflexion sur ce qu'eux vivent, sur ce qui les entoure. C'est ce que j'espère. C'est ce qu'on cherche. Là, vous en êtes à 3 longs métrages qui avaient démarré par 3 courts métrages. Le 4e film, on peut penser que vous savez déjà ce que vous allez faire. Ouais. Mais on n'a pas la trace du court métrage. Mais il n'y a pas la trace du court métrage, ouais. Ouais, non, je peux pas trop en parler parce que les trucs sont pas encore en route et puis on vient juste de terminer celui-là. Mais je vais changer de truc parce que j'ai pas envie de me retrouver le petit moralisateur du cinéma français, quoi. Je vais pas jouer à ça pendant j'ai envie. Vous abordez votre métier de façon moins rebelle qu'il y a 2-3 ans? Pas moins rebelle parce que moi c'est mon truc. Mais non, par contre c'est plus perso. C'est qu'avant il y avait un côté un peu grandi, hein. C'est simple, hein. Puis on apprend les erreurs du passé pour ne pas les refaire dans le futur. C'est pas aussi idéaliste que ce que je pensais. Je pensais vraiment qu'on peut essayer de faire passer quelque chose à travers le cinéma, mais sur 10 spectateurs, il y aura toujours 10 versions différentes du film. Oui, chacun voit un film différent. Non, mais par contre, non, c'est pas moins rebelle, parce que si c'était moins rebelle, j'aurais pas fait le film. Mais c'est même pas histoire de rebelle, on peut pas être... Voilà. C'est ce que j'ai compris par rapport à la haine, c'est que maintenant j'accepte d'être ici, de kiffer, de profiter du truc. C'est Cannes, il y a des paillettes, j'y suis, je vais aller à fond dedans et ça me fait plaisir aussi, pourquoi pas. Ça va, comme je dis, je suis pas en mission. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal avant, je disais on peut pas parler le truc. Puis j'ai rencontré Kusturica. Tu vois, le mec il a eu la Palme d'Or quand nous on était avec la haine. Et on parle, et je lui dis, mais moi, j'arrive pas à mettre un nœud papillon. Il fait, fais pas chier, tu mets un nœud papillon, tu te casses pas les couilles, tu y vas, tu kiffes, tu es avec tes potes, tu fais ton truc. Et puis il a raison, quoi. Il a raison, Moi, je mets en avant mon métier, en fait. J'ai commencé à prendre... Je peux pas perdre de l'énergie, enfin, je peux dépenser de l'énergie sur le film, ce qui est le plus important. Tout ce qu'il y a autour, que ce soit les ragots, que ce soit le côté parisianiste, parisien... élitistes qui soit disent du mal, soit disent du bien, nanana, il paraît que machin a dit ça.
Moi, je travaille.